Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes lectures du mois d'avril et du mois de mai. En sachant qu'au mois d'avril je n'ai pas pu la faire, puisqu'il y a eu le week-end d'Amil. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo update sur le week-end d'Amil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Physiquement je vais vous en présenter 5, mais en vrai j'ai aussi lu un autre roman. On va d'ailleurs commencer par celui que je n'ai pas physiquement, parce que je n'ai pas réussi à le trouver. En ce moment je suis maudite je crois pour retrouver les livres dans mon bordel sans nom. Je vais vous parler de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, publié aux éditions Livre de Poche. C'était un des classiques que je n'avais pas encore lu. Voilà, il y a pas mal de classiques que je n'ai pas encore lus, et Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur était un livre qui ne m'attirait pas plus que ça au début. Et puis un jour, je suis rentrée dans une librairie et je me suis dit, je veux le lire. Mais genre, je suis rentrée dans cette librairie, je me suis dit, je veux Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc, je suis allée le chercher, je l'ai payé et je l'ai ramené chez moi. Nous nous trouvons en Alabama dans les années 30 ou 40 et nous suivons la petite Scout qui est la fille d'un avocat qui va devoir plaider la cause, et surtout la liberté, d'un homme qui est accusé d'avoir violé une jeune femme. Sauf que le jeune homme est noir. Et donc on sait très bien qu'à l'époque, les noirs c'était pas très haut dans l'échelle sociale. Et donc on va suivre la petite Scout des années durant, de sa petite jeunesse jusqu'à peu près ses 10 ans, pour voir, de point de vue d'un enfant, ce fameux procès qui fait énormément polémique dans la ville, puisque les blancs auront tendance à dire que le noir a violé la fille sans vraiment chercher plus d'arguments que ça, à part sa couleur de peau. Donc comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai lu vraiment sur un coup de tête. Je sais pas d'où ça m'est venu, c'est peut-être une idée qui a germé petit à petit dans ma tête et qui s'est manifestée d'un seul coup quand je suis rentrée dans cette librairie. Et je l'ai lu assez rapidement, il est très sympa, j'ai bien aimé, ce n'est pas un coup de cœur non plus, mais il y a énormément de passages vrais. Donc voilà, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, ça a été une très bonne découverte, ça a été une très bonne lecture, je vous le conseille vraiment. Et juste après Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, j'avais extrêmement envie de lire Paranoia de Melissa Belvigne, publié chez Hachette dans leur édition Black Moon. Lisa est une jeune psychiatre de 30 ans qui est spécialisée dans les cas complexes de maladies mentales. Un jour, elle est appelée pour un cas très grave d'une jeune femme de 20 ans qui souhaite mettre fin à ses jours, qui est atteinte de paranoïa sévère et donc de tendance suicidaire. Le problème avec cette jeune femme, c'est qu'elle est enceinte de 5 mois. Et donc pour sauver Judy et le bébé, il va falloir que Lisa s'occupe de ce cas et qu'elle lui remette un peu les idées en place. Judy est un cas vraiment complexe puisqu'elle prétend qu'il y a un ami imaginaire qui la hante depuis sa plus tendre enfance, alors qu'elle a 20 ans, donc en théorie ça devrait être passé depuis longtemps, qui s'appelle Halloween et qui ne cesse de lui pourrir la vie. Alors est-ce que c'est un ami imaginaire ou bien plus que ça? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans ce livre. Je dois dire que normalement je ne suis pas le genre de personne qui va s'intéresser à un livre parce que ce livre a un nom. Enfin, en tout cas, parce que l'auteur qui l'a écrit a un nom. Mais je dois admettre que j'étais extrêmement curieuse de savoir ce que Melissa Belvigne pouvait faire en tant qu'auteur. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Melissa Belvigne est plus connue sur YouTube sous le nom de Golden Wendy. Et donc, j'étais très curieuse parce que, évidemment, je ne suis pas passée à côté de ce phénomène des livres de youtubeuses. Je ne reviendrai pas sur le débat parce que moi, j'ai mes propres pensées là-dessus. Et j'étais extrêmement curieuse puisque c'était le seul roman qu'on nous proposait. Et en plus, j'avais déjà vu quelques-unes des vidéos de Melissa, et elle indiquait assez fréquemment qu'elle aimait beaucoup écrire et que si elle avait la possibilité d'être publiée, elle se jetterait sur l'occasion. Elle a tout à fait raison d'ailleurs. Et donc, voir un roman écrit par une youtubeuse, je me suis dit, franchement pourquoi pas, ça peut être très sympa. J'ai un avis positif sur ce roman puisque pour un premier roman, elle s'est franchement bien débrouillée. Nous avons le point de vue des deux personnages, donc nous avons la psychologie des deux personnages, ce qui est déjà plutôt pas mal. Bon, après je vais revenir sur plusieurs points qui m'ont un peu dérangé. Le style de Melissa, j'ai franchement bien aimé, malgré quelques lourdeurs qui me semblaient un peu superflues par moment, mais sur la totalité du bouquin, j'ai dû me dire ça sur 5 ou 6 phrases. Et encore, 5 ou 6, je suis franchement au-dessus. Le principal problème que je retiens de ce livre, c'est que je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un réel échange entre Lisa la psychiatre et Judy la patiente. Il y a eu un échange au début, comme une tentative d'apprivoiser l'autre, mais ça ne fait qu'un tiers du livre. Pour moi, Judy prend beaucoup trop d'importance dans cette histoire. Enfin, en tout cas, l'histoire qui explique pourquoi Judy a été retrouvée à moitié morte dans les rues de Londres prend beaucoup trop d'importance. Et, je sais pas,
peut-être que Lisa aurait dû être mise en fond, mais pas au premier plan comme ça, parce que au moment du résumé, je me suis dit, ça va être un échange entre la psychiatre et la patiente. Donc on va se demander, est-ce que ce que dit Judy, ça vient totalement de sa tête, ou est-ce qu'elle a des raisonnements totalement ordonnés et que ce qu'elle raconte est vrai. Là, à force d'être trop dans le point de vue de Judy, on savait que c'était plus ou moins vrai, que ce n'était pas dans sa tête. Enfin, en tout cas, pas que dans sa tête. Donc, voilà, ça c'est un peu le détail qui m'a un peu gênée. Et le principal problème aussi que j'ai eu, c'est que j'ai deviné la fin. Voilà. Il faut savoir que je suis une très bonne lectrice. Je suis du genre à suivre exactement toutes les indications de l'auteur à la lettre sans me poser de questions. Si un auteur me dit de me jeter sous un train, je vais me jeter sous un train. S'il me dit pourquoi je dois me jeter sous un train. Voilà. Mais sinon, je vais pas chercher le pourquoi du comment. Non, je vais dire, est-ce que ça sert pour l'histoire? Oui, ok, je le fais. Voilà, en gros c'est ça. J.K. Rowling est une des meilleures preuves de ma naïveté de lectrice. J'avais vraiment espoir d'être surprise par ce livre. Déjà, je ne savais pas que c'était une fin ouverte, enfin, je le savais avant de finir le livre puisque j'ai vu une vidéo de Mélissa qui le dit, donc ce n'est pas un secret que ce soit une fin ouverte. Mais le truc, c'est que j'ai deviné la fin de Paranoia. Pas la fin de l'histoire de Judy, enfin, même si les grandes lignes, je les connaissais plus ou moins, enfin, je les avais devinées, mais la fin de Paranoia, la fin de l'histoire de Paranoia, je l'ai deviné. Et ça, c'est un truc qui me dérange un petit peu, parce que moi j'aime bien être surprise, j'aime bien que l'auteur me dise « Ah ah, t'avais cru ça, mais en fait non, je t'ai bien roulé dans la farine, hein !» Franchement, pour un premier roman, elle s'est vraiment bien débrouillée, c'est un page-turner, c'est-à-dire que à 1h du matin, j'étais encore dessus et j'ai lu jusqu'à 4 ou 5 heures du mat. On est entraîné par l'histoire, j'étais pas à fond dedans non plus. Mais pour un premier roman, franchement, j'ai été agréablement surprise. Donc Mélissa, franchement, ne lâche rien. Tes prochains romans, ça va être de la bombe. Alors vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'elle nous présente le tome 4 alors qu'elle nous avait juste présenté le tome 1 lors d'une première vidéo? Tout simplement parce que quand je lisais les autres tomes, je ne pensais pas à les inclure dans mes vidéos. Non, sincèrement, l'Ashiro Inuyashiki, je voulais surtout parler de ce tome parce que on a la psychologie du méchant. Et un méchant qui a de la profondeur, qui a une histoire et qui a des raisons du pourquoi il est méchant. Ça fait tellement du bien. Oui, j'aime bien quand les méchants sont travaillés dans les œuvres. Parce que un méchant qui est méchant juste parce qu'il faut un méchant, ça fait un peu à la Régis dans Pokémon, quoi. Ça fait genre un petit gars teigneux que t'as juste envie de lui foutre une baffe et puis c'est tout. Non, franchement, l'Ashiro Inuyashiki, je fais juste un petit update là-dessus. C'est une série que j'adore toujours autant, les dessins sont toujours aussi ouf. Le scénario est toujours aussi ouf, et là ça commence à sentir le roussi pour le méchant, donc là franchement je suis très intriguée, j'ai hâte de lire la suite. Tant qu'on est dans la lancée des mangas, autant continuer. Je vous présente donc Platinum End de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, publié aux éditions Kazé. Mireille est un jeune homme qui a perdu toute foi en la vie. Ses parents sont morts dans un accident, et son oncle et sa tante le traite comme un malpropre, c'est un véritable esclave et il se fait tabasser de tous les côtés, bref, pour lui, sa vie n'a plus aucun sens et il décide donc d'en finir. Lorsqu'il saute du haut d'un immeuble afin de mettre fin à ses jours, il est rattrapé in extremis par un ange, son ange gardien, qui va lui donner des pouvoirs qui vont lui permettre d'améliorer sa vie. Il va notamment recevoir une flèche qui va lui permettre d'être aimé par toutes les personnes qu'il va toucher avec cette flèche, mais également des ailes qui vont lui donner la liberté qu'il recherchait tant. Ce qu'il ne savait pas au début, c'est qu'il fait maintenant partie d'un jeu où il y a 13 participants qui vont devoir s'entretuer afin de prendre la place de Dieu. Ouais, rien que ça. Puisque le dieu actuel est en train de se mourir, il a décidé de lancer ces jeux avec ses 13 anges, et donc ils ont 999 jours pour décider de qui va devenir le nouveau dieu. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, j'aime bien parce que je dis au début que je ne prends pas les livres parce que les auteurs ont un nom, etc. Alors que celui-ci, non seulement c'est parce que le résumé m'intéressait, mais c'est surtout parce que ce sont les deux auteurs de Death Note qui reviennent pour nous donner un truc du tonnerre. L'histoire, elle me botte quand même très très bien. Ce que j'aime surtout énormément, c'est le caractère de l'ange qui protège Mirai. Parce que cet ange n'a tout simplement pas de sentiments. C'est genre, pourquoi tu tues pas les personnes qui te font du mal, comme ça tu seras heureux dans ta vie? T'es sûr que t'es un ange, toi? Non, parce que ce serait plus les propos d'un démon, ça, non? Oh non, je suis bien un ange.
D'accord, on n'a pas la même définition d'ange alors. Ouais, c'est ça. Ok. Franchement, j'ai hâte de lire la suite parce que l'histoire m'intrigue beaucoup et parce que ce duo ne peut que nous donner un truc du tonnerre. Voilà. Un petit comics pour la route, ça vous dit? Je vais donc vous présenter Suicide Squad de Adam Glass, Federico Dallocchio et Clayton Henry, publié aux éditions Urban Comics. Je vais pas revenir à fond sur les origines de Suicide Squad, etc. Vous savez globalement que ce sont les principaux vilains qui sont réunis pour faire des missions suicides. Voilà. Comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Celui-ci, il est passé à ça du coup de cœur. À ça. Franchement, il manquait pas grand-chose. Il s'agit de Diosphère, de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschartres, publié aux éditions EP. Nous sommes dans un monde très bizarre, et en fait, nous y découvrons deux jeunes garçons qui, pour une raison inconnue, sortent d'un œuf. Déjà ça c'est bizarre, mais en plus ils n'ont aucun souvenir de là où ils pouvaient être avant, ou de leurs origines, ils savent même pas qu'ils sont humains, ils connaissent pas leurs origines. Et donc cette BD est un récit initiatique où les deux garçons vont essayer de trouver leurs origines et de se faire une place dans cet univers. Cette BD, je l'ai connue grâce à une libraire qui me l'a présentée lors du Salon du Livre de Saint-Louis, et je la remercie franchement pour ça parce que franchement, ça a été une très très belle découverte. Cette BD, en fait, je la considère comme une Miyazaki style, en fait. Ouais, c'est un nouveau terme littéraire. Oui. C'est-à-dire que l'auteur va vous prendre par la tête, comme ça, et va vous mettre dans un univers et vous dire, voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Tu sais absolument pas d'où ça vient, tu sais absolument pas pourquoi il pense ça, tu sais absolument rien de cet univers. Mais je vais te raconter une histoire et tu vas devoir suivre parce que, attention, il y a des choses hyper intéressantes que tu peux en déduire et en conclure juste à la fin de cette BD. Et pour moi, les Miyazaki, c'est un peu la même chose. C'est genre, on t'emmène dans un monde fantastique au glauque pour qu'à la fin, tu te dises « Mais oui, en fait, c'est ça la vie !» Et donc, en fait, je l'ai vraiment, au fil de ma lecture, je l'ai vraiment pris comme ça. Comme un Miyazaki, mais en BD. Alors, en plus, rien que les dessins. Mais, genre, c'est magnifique! C'est magnifique! Et c'est ça qui m'a attiré dès le début quand je l'ai feuilleté. J'étais là, mais les dessins, ils sont trop beaux! Et donc, au fil de la lecture, au fil des pages qui se tournent, on va comprendre là où l'auteur veut nous mener. Et franchement, c'est franchement pas mal. Donc au début, ça peut peut-être buter parce que comme dit, on est dans un univers où on ne sait rien. Hein. Tous les codes qu'on connaît sont totalement effacés et c'est genre... c'est un peu comme si on avait popé dans cet univers en même temps que les deux garçons. Et on va essayer de se faire une place nous aussi. Et donc de découvrir quels sont les aboutissants et les tenants de ces sociétés, de ces sociétés, puisqu'il y en a plusieurs dépeintes dans cette BD. Alors au niveau de l'âge, je dirais quand même 12 ans. À peu près, dans ces eaux-là, parce que il y a quand même des questions assez philosophiques qu'on peut se poser, et ça pose des problèmes aussi sur la société, sur la vie en général, sur l'identité, sur l'acceptation de soi aussi. Donc, même si les dessins paraissent assez enfantins et très très colorés, c'est un peu comme les Miyazaki en fait. En fait, comme dit, c'est un Miyazaki style, parce que c'est très coloré, c'est très enfantin, mais au final... ça aborde quand même des sujets très importants qu'un enfant ne pourrait pas saisir, à moins qu'il ait une maturité de ouf à ses 6 ans, mais bon, ça je suis quand même moins sûre. Mais voilà, il faut quand même une certaine maturité pour le lire, et donc 12 ans, moi ça me paraît pas mal. Donc franchement, Diosphère, allez-y, parce qu'il est supra génial. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires vos dernières lectures, que ce soit d'avril, de mai, ou même de février, hein. Moi je m'en fiche, à partir du moment où je découvre des nouveaux titres qui pourraient être intéressants, franchement n'hésitez surtout pas à en parler. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.